Nous sommes le jeudi 10 octobre 2024, ici Danick Julien, et voici votre bulletin d'information couvrant la région de Portneuf. Le nouveau club de hockey senior 2A de Pont-Rouge disputera son premier match officiel ce samedi. On en parle avec le directeur général Danny Marin. Le parc naturel régional de Portneuf à Saint-Alban fêtait ses 10 ans d'existence la semaine dernière. Une nouvelle RPA sera construite dans la municipalité de Deschambault-Grondines. Une soirée bénéfice aura lieu pour la licorne de Donnacona en novembre. Et on vous offre un reportage sur Flolium, une entreprise informatique lancée par deux jeunes Raymondois. Bonne émission! Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Une nouvelle franchise de hockey professionnel s'est installée dans la région de Portneuf. Il s'agit des Aigles de Pont-Rouge qui vont donc performer pour la première fois à l'Arena Joey Juneau dans la Ligue de hockey senior du lac au fleuve. Le premier match officiel des Aigles de Pont-Rouge aura lieu ce samedi 12 octobre à Pont-Rouge, alors que l'équipe affrontera les Castors de Wendake. Pour en parler, j'ai discuté avec Danny Marin, le propriétaire et directeur général de cette équipe. Voici cette entrevue. On rejoint en ligne Danny Marin, le propriétaire et directeur général de l'équipe Les Aigles de Pont-Rouge. Les Aigles vont jouer leur premier match officiel le 12 octobre prochain. Alors, Monsieur Marin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour parler des Aigles de Pont-Rouge. Et comme c'est la première fois qu'on discute avec vous ici à CJSR, j'aimerais peut-être que vous puissiez nous expliquer un peu comment vous avez débuté l'aventure des Aigles de Pont-Rouge, comment vous avez fait pour vous implanter justement là, à l'Arena Joey Juneau. Bien, tout d'abord, j'ai fait une demande pour adhérer à la Ligue senior du lac au fleuve, puis ma candidature a été retenue. Okay. Suite à ça, j'ai checké dans quel territoire je pouvais aller, puis je voyais que Pont-Rouge, c'était une belle ville pour le hockey senior, vu que ça faisait 15 ans qu'il n'y avait rien au niveau senior à Pont-Rouge. Alors là, vous parlez de la Ligue du lac au fleuve, qui est une ligue de hockey 2A. Est-ce que c'est semblable? Parce que, bon, dans le senior, là, il y avait seulement un club avant ici à Portneuf. C'était le Métal Perrault de Donnacona. Êtes-vous dans la même ligue? Comment ça fonctionne? Non, nous autres, c'est le senior 2A. On a des joueurs quand même qui ont joué déjà 3A. Métal Perrault, eux autres sont senior 3A, fait qu'on peut pas jouer contre parce que c'est pas la même ligue. Nous autres, senior 2A, ce qui fait la différence, c'est pas mal plus de monde local, des joueurs locaux. J'ai un territoire Cap-Rouge, Sainte-Foy, Saint-Augustin, Lévis et Port-Neuf, bien sûr. En allant jusqu'à Trois-Rivières, j'ai droit à 5 joueurs de Trois-Rivières. Fait que c'est ça qui fait que c'est plus local comme équipe de hockey. Et quand on monte une équipe de hockey, évidemment, c'est important de bien s'entourer. Vous êtes directeur général. Vous aviez besoin de quelqu'un à la position d'entraîneur-chef. Pouvez-vous nous parler de la personne que vous avez retenue? Oui, effectivement.
j'ai demandé à Mario Robert, j'ai été agréablement surpris qu'ils me disent oui parce qu'ils voulaient faire un retour dans le hockey senior. Puis vu que c'est ma première année, une équipe d'expansion à Pont-Rouge, c'est le candidat idéal parce qu'il a joué dans la grosse ligue, la Ligue nationale de hockey, il a gagné la Coupe Stanley en 93. Oui, avec Il a les Canadiens. coaché avec les Canadiens, oui. Il a Ouais. coaché dans le junior majeur assistant. Il a été en chef dans la Ligue nord-américaine, qu'on appelait semi-pro aussi. C'était le candidat idéal, un gars d'expérience. Je ne pouvais pas demander mieux. Donc, j'imagine qu'évidemment, vos joueurs vont être contents de pouvoir performer là, aux côtés de M. Robert. Et parlons-en des joueurs. Vous nous avez dit dans l'entrevue qu'il y avait beaucoup en fait, c'est un bassin local dans lequel vous avez pu monter votre équipe. Pouvez-vous nous parler un peu de comment ça a fonctionné le processus et quels talents locaux là, vous avez réussi à aller chercher pour les Aigles de Pont-Rouge? Mais comme je disais tout à l'heure, c'est par territoire. Je peux pas avoir du monde de Montréal. Je veux dire, c'est le sentiment d'appartenance qui est plus local. Famille, amis, etc. Fait que c'est plus le fun pour les joueurs en tant que tel de jouer devant leur public en tant que tel. Bien souvent, il y en a qui ont joué dans cette arène-là ou dans les environs. D'un talent local, j'ai des gars qui ont joué SSF à Séminaire Saint-François. Il y en a qui ont déjà joué Senior 3. La distance, ça ne leur tentait pas vraiment de jouer. Tandis que nous autres, ben, on va jouer 8 games contre Wendake sur 16 matchs. Fait que c'est plus local comme trajet, je pourrais dire. Et donc, moins de déplacements pour les joueurs. Puis, une autre chose que j'aimerais savoir, la façon dont ça fonctionne, vous dites que vous avez un calendrier de 16 matchs. Est-ce que c'est dans ces 16 matchs-là, combien vous les faites là, à Pont-Rouge? On joue 8 matchs locaux, puis 8 sur la route, dont 8 matchs en tout contre Wendake sur 16. On va aller jouer 2 fois à Dolbeau, 2 fois à Métabetchouan, puis eux autres vont faire la même chose chez nous. Donc, dans la région immédiate, on joue 12 games sur 16, incluant Wendake. Et combien parce que, évidemment, la ligue en fait, du lac au fleuve, c'est une nouvelle ligue pour les gens de Portneuf. Pouvez-vous nous parler de cette ligue-là? Combien d'équipes y a-t-il actuellement dans cette ligue de hockey senior 2A? Présentement, on est 4 équipes. Il y a Dolbeau, Métabetchouan, Wendake et Pont-Rouge. C'est une ligue, ça fait une couple d'années que ça existe. Il y a peut-être un projet d'expansion à devenir. Ça reste à voir, mais il y a des équipes, des villes intéressées. Fait que c'est ça, peut-être pour l'an prochain. Mais pour l'instant, on est 4 équipes. Il y avait Beaupré qui était là l'année passée, mais eux autres, ils ont acheté Trois-Rivières, donc ils sont rendus dans le Senior 3. Ouais. Fait qu'on a arrêté 5, mais malheureusement, on est resté 4. Alors, ça, c'est l'environnement qui entoure les Aigles de Pont-Rouge. Maintenant, vous avez votre soirée le 12 octobre, samedi. Qu'est-ce qui attend les spectateurs pour ce premier match officiel des Aigles de Pont-Rouge? Ben, à date, ce que j'entends, c'est que la vibe est bonne. Il y a de l'air d'avoir pas mal l'engouement pour le match de samedi. Il va y avoir la présentation des joueurs officiellement avec l'annonce de chaque joueur. Il va y avoir une mise au jeu protocolaire aussi. Le DJ va être là, il va mettre l'ambiance. C'est ça, ça va être un beau happening pour tout le monde. Est-ce qu'il y a encore des billets disponibles? Oui, on peut se procurer en ligne au pointdevente.com ou à l'accueil en argent comptant, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de paiement direct à l'arène. Donc, à l'Arena, Joey Juno. Dernière chose, évidemment, là, vous jouez les samedis. De ce que je comprends, là, vous avez une horaire qui n'entrera pas en conflit avec le Métal Perrault. Alors ça doit être bon pour vous aussi, dans le sens que vous allez pouvoir, justement, là, dans ces soirées-là, dans Portneuf, être le club de hockey à aller voir, c'est ça? Exactement. Les autres, le 3, Donnacona jouait le vendredi soir local, puis moi,
j'avais demandé de ne pas jouer en même temps, donc ça donne bien qu'on joue les samedis soirs local. Fait que c'est ça, je voulais pas rentrer en compétition avec l'équipe 3 pour justement pas diviser les partisans en deux, mettons. Alors, CJSR va suivre la progression des Aigles de Pont-Rouge. Monsieur Danny Marin, vous êtes propriétaire et directeur général des Aigles. Je vous remercie d'avoir été des nôtres et de vous être prêté au jeu de cette entrevue. Hey, merci beaucoup. Le parc naturel régional de Portneuf a souligné jeudi, le 3 octobre, ses 10 ans d'existence officielle. Beaucoup de dignitaires étaient présents pour apprendre ce qui a été fait pour l'implantation et la pérennité de cette entité. L'événement a débuté avec une prise de parole de Sébastien Perrault, le directeur général du parc naturel. Ce dernier a dressé l'historique de ce qui a été fait avant l'ouverture officielle du parc, qui, on se rappelle, a eu lieu en 2014. Il a énuméré les nombreux travaux de recherche et de développement qui ont touché le site. Il se trouve que ce que l'on connaît comme parc naturel régional aujourd'hui aurait pu être un parc fédéral. Voici Sébastien Perrault. Ensuite, à la fin des années 60, il y a certains ici qui ont connu le Dr Maldag. Le Dr Maldag avait vu les caractéristiques géomorphologiques exceptionnelles du territoire. Puis il a mis ses étudiants à étudier, faire des projets, puis voir comment ce territoire-là pourrait être mis en valeur. Puis il a même eu l'idée de créer un parc national fédéral. Et puis là, à la fin des années 60, il y a eu des fonctionnaires fédéraux qui ont étudié deux territoires. Le territoire du parc de la Mauricie qu'on connaît aujourd'hui et le territoire du parc régional de Portneuf. Puis pour avoir discuté avec les deux fonctionnaires qui étaient en charge de rédiger le tableau d'analyse, donc avantages et inconvénients de chaque territoire, à la fin de leur analyse, c'était le territoire de Portneuf qui était voué à devenir le parc national de Portneuf, qui aurait porté le nom. Puis là, il est arrivé un haut fonctionnaire en Mauricie qui a dit « Oui, votre travail est bien fait, belle analyse, mais le parc national va s'appeler le parc national de la Mauricie, puis il va se situer ici. » Comment s'appelait ce haut fonctionnaire? Jean Chrétien, effectivement. Donc, on peut se poser la question, est-ce que ça aurait été bien d'avoir un parc national ici, ou si c'est mieux d'avoir un parc régional dont la démocratie est locale, qui est géré par les gens de la place? C'est discutable. Moi, mon parti pris est vraiment pour le parc régional, mais on ne réécrira pas l'histoire aujourd'hui. Aujourd'hui, le parc régional touche 4, presque 5 municipalités de Portneuf. Voici à nouveau M. Perrault. C'est 4 municipalités officiellement dans le périmètre, puis on peut dire que Saint-Casimir est partie prenante du parc régional aussi, de par les activités à la grotte et le radeau pneumatique. C'est 73 km², 26 lacs magnifiques, puis 2 rivières. La mission, assurer la gestion du développement durable du territoire, sa vitalité économique, l'animation récréo-touristique et éducative, et ce dans une perspective de protection du milieu naturel et des ressources. Pour le parc naturel régional de Portneuf, afin qu'il puisse continuer à croître et à développer ses propositions, plusieurs entrées d'argent ont été mises en place au fil des années. On est une entreprise d'économie sociale. C'est un organisme sans but lucratif, mais si on veut assurer la pérennité d'un parc, il faut avoir des revenus autonomes. Il y a un côté social, une entreprise d'économie sociale, puis il y a un côté économique. Donc, on a vraiment une vision d'entreprise aussi. Donc, on est rendu avec 9 chalets locatifs, 155 espaces de camping, 2 refuges, 19 prêts à camper, 5 cabines, plusieurs embarcations en location, la visite guidée de la grotte à Saint-Casimir, de l'ancienne centrale Saint-Alban 2, plusieurs rampes de mise à l'eau, des sites de canot camping, 3 falaises d'escalade, des sentiers pédestres pour plus de 70 km, un centre de ski de fond puis des sentiers de raquettes. Le parc naturel régional de Portneuf a d'autres projets d'agrandissement pour bonifier son offre d'activité dans le futur. Voici ce qui a été présenté jeudi dernier. On discute de mettre en valeur le lac de la Morelle du côté de Saint-Hubert. On veut que le parc régional rayonne aussi dans la municipalité de Saint-Hubert. On veut agrandir le périmètre officiel, donc question de s'agrandir un petit peu, notamment vers la municipalité de Saint-Casimir, de par la rivière Sainte-Anne. Dans ce cas-là, la municipalité de Saint-Casimir ferait officiellement partie du périmètre officiel. On veut faire une restauration puis une mise en valeur de l'ancienne centrale Saint-Alban 2. On veut continuer à préserver le milieu naturel,
plusieurs actions éducatives, ajout de sentiers, puis une foresterie concertée. La tournée Contact Emploi de Portneuf, qui est réalisée en collaboration avec la MRC de Portneuf, revient cette année. La tournée se veut comme un salon de l'emploi qui va à la rencontre de la population. Le 24 octobre prochain, c'est à Saint-Marc-des-Carrières que ça aura lieu. Pour en parler, j'ai discuté avec l'organisatrice Julie Trudel un peu plus tôt ce matin. Voici cette entrevue. Tournée Contact Emploi de Portneuf, qui est réalisée en collaboration avec plusieurs partenaires, dont la MRC, revient cette année. C'est une tournée qui se veut comme un salon de l'emploi qui va à la rencontre de la population. J'ai avec moi l'organisatrice Julie Trudel. Bonjour Julie. Allô, Danick, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. La tournée Contact Emploi, c'est pas la première fois que vous faites ça. Dans les dernières années, c'est une formule que vous avez essayée, modelée un peu. Pouvez-vous nous parler un peu là, de ce qui s'en vient pour cette tournée-là? Bien, si je fais une histoire rapide, dans le fond, la tournée Contact Emploi découle du salon Contact Emploi qui avait été mis sur pied il y a plus de 25 ans, qui était dans un contexte qui avait beaucoup de chercheurs d'emploi et pas tant d'emplois à combler. Et là, on est dans un contexte complètement inversé. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'emplois à offrir, puis peu de gens à la recherche d'un emploi. Donc, quand est arrivé le COVID, oui. Tu te souviens-tu de ça, toi? Ça a impacté beaucoup. Ça te rappelle des souvenirs? Des masques, de la purelle et bien d'autres histoires. Bref, c'est comme, on est obligé de mettre notre événement sur pause. Ouais. Puis quand on est revenu, on s'est dit, on va profiter de cette occasion-là pour, dans le fond, essayer des nouvelles formules parce que celles qu'on avait, on trouvait qu'elles ne répondaient plus nécessairement aux besoins actuels. Donc, on s'est questionné, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on s'en va, comment on fait. Puis je pense qu'il n'y a plus de recette miracle. Si on recule, là, 20 ans, tu passais à une offre d'emploi, tu recevais 200 CV, tu choisissais parmi ceux-là le candidat et c'était bingo. Bien, maintenant, c'est le contraire. Tu peux avoir 20 emplois à combler dans ton usine, mais tu vas devoir multiplier les façons et être ingénieux pour essayer de recruter ces 20 personnes-là, parce que c'est complètement différent. Donc, notre initiative se veut une parmi tant d'autres. C'est pas la solution miracle. Des solutions miracles, moi, personnellement, je ne crois pas qu'il y en existe. Donc, c'est une solution parmi tant d'autres. Et ce qu'on fait, c'est qu'au lieu d'essayer d'attirer les gens à venir à un événement, on se déplace vers les gens. Et on a rendu la formule le plus souple possible pour nous, mais aussi pour les employeurs. Oui. Donc, un salon de l'emploi qui dure 3 jours, tu dois mobiliser des ressources, ça coûte des sous, tu dois mobiliser quelqu'un pendant 3 jours pour être sur place. Tu sais, c'est pas évident. Donc, ce qu'on fait, c'est une formule très souple. La prochaine journée qui arrive, c'est jeudi, le 24 octobre, au métro de Saint-Marc-des-Carrières. Oui. Pourquoi au métro de Saint-Marc-des-Carrières? Parce que dans l'Ouest, c'est l'endroit qui est le plus achalandé. Juste après le CLSC. Oui, c'est sûr. Non. Mais bref, c'est vraiment un endroit qui est très achalandé. Les jeudis particulièrement. Si tu y vas le lundi, après-midi, ça va peut-être être plus tranquille. Donc, on choisit vraiment des moments qui sont plus stratégiques et on va vers la population. Et les employeurs sont invités à venir avec nous pour 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, dépendamment le temps qu'ils ont à offrir. Fait que la formule est très, très souple. Ça ne lui coûte absolument rien. Il n'y a pas de gros kiosques. Puis on est là, on rencontre les gens, on fait la promotion du site Contact Emploi. Quand c'est des gens qui sont... Parce que, veux pas, il y a plein de gens qui passent, qui ne sont pas à la recherche d'un emploi, des gens qui sont plutôt à la retraite. Bon, on regarde avec eux. C'est quelque chose qui peut vous intéresser, qui occuper un emploi plus pour les retraités, finalement, pas à temps plein. Donc, c'est ça. Fait qu'on rencontre les gens, on fait de la sensibilisation, on invite les gens à partager l'information sur le lien Contact Emploi. Et ce qu'on fait parallèlement, c'est qu'on invite les employeurs à venir afficher leur poste sur cette plateforme-là. Oui. C'est gratuit, c'est pas compliqué. Donc, plus il y a de postes qui sont là en même temps, plus c'est intéressant pour eux parce que nous, on fait la promotion, on augmente la visibilité. Donc, c'est un peu cet effet-là. Et on va avoir un deuxième événement à Saint-Raymond. T'as peu, là, faut pas que je me trompe.
jeudi, le 23 janvier, qui va être au centre d'achat à Place Côte-Joyeuse. Donc, encore un jeudi pour... Oui, exactement. Puis c'est la 2e année qu'on fait ça. On l'a fait l'année passée, on répète la formule cette année. Et en plus de ça, ce qu'on a décidé de faire, on fait des expériences. Oui. Ouais. Fait que ce qu'on a fait en juin dernier, on était présent à la commission brassicole de Saint-Casimir. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a approché les gens pour faire la promotion du site Contact Emploi Portneuf, parce que des fois, quand on a des événements comme ça, c'est des gens de l'extérieur. Ouais. Ils viennent chez nous puis ils font « Wow, c'est beau chez vous, mais ça, j'aimerais ça. » Des fois, tu sais, il y en a qui... Ça sème des petites graines. Aller chercher hein? des visiteurs aussi, donc pas juste les gens locaux, mais peut-être... Des fois, c'est des visiteurs, mais peut-être qu'ils auraient le goût de venir s'installer chez nous. Fait qu'on sème des petites graines. Une petite tape dans le dos de plus, là. Oui, puis on sème des graines, puis on lui dit, bien, si jamais tu as le goût de venir chez nous, tu sais, il arrive quelque chose dans ta vie, tu as le goût de changer d'endroit, tu as le goût de changer d'emploi, bien, écoute, la région de Portneuf, il y en a des postes, il y a une qualité de vie. Au niveau touristique, il y a plein d'activités qu'on peut faire. Bref, fait qu'on vient comme jumeler un peu tout ça. Bon. Si on regarde les 2 événements que vous avez, donc, 23 octobre... 24 octobre, jeudi, et ensuite, c'était 23 janvier pour Saint-Raymond. Oui. Est-ce que vous avez encore de la place pour les employeurs qui veulent embarquer avec vous? Oui. Dans le fond, c'est pas compliqué. Les employeurs, s'ils n'ont pas reçu mon courriel, s'ils n'ont pas vu passer l'information, ils peuvent nous contacter. S'ils vont voir sur le site Contact Emploi Portneuf, à un moment donné, ils vont trouver un numéro de téléphone. Ils vont finir par me trouver. C'est pas compliqué. Je peux donner mon numéro de téléphone, mais je suis pas sûre que les gens ont tous un papier et un crayon pour prendre des notes. Si vous tapez « Contact Emploi Portneuf », c'est sûr que vous allez trouver de l'information, là. Puis si vous voulez venir avec nous, comme je disais, les employeurs, c'est gratuit. On invite la population, les chercheurs d'emploi à venir nous rencontrer pendant ces journées-là. Il y a des employeurs qui vont être sur place pour discuter avec les gens qui passent puis parler des emplois qu'ils ont à offrir de leur côté. Alors voilà pour la tournée Contact Emploi. Julie Trudel, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Hey, merci. Merci. À bientôt. À bientôt. La ville de Deschambault-Grondines aura maintenant sa nouvelle RPA. Donc, une RPA, c'est une résidence pour personnes âgées. Celle qui est prévue est de 17 places et sera construite d'ici l'an prochain. L'annonce a été faite ce lundi 7 octobre en présence des partenaires et responsables de la coopérative de solidarité en habitation des Marais. Un investissement de 7,4 millions est nécessaire pour que le bâtiment, dont une valeur de plus de 5 millions qui provient de la Société d'habitation du Québec, soit réalisé. Pour le conseil municipal de Deschambault-Grondines, il était important d'offrir un lieu adapté aux aînés afin de les garder sur le territoire. Le projet a été réalisé grâce aux efforts concertés des bénévoles en place depuis plus de 10 ans. Sylvain Ouimet, un conseiller municipal de Deschambault-Grondines, explique les particularités du bâtiment. Mais c'est une résidence qui est sur un seul étage. Chacun a son entrée privée. Donc, c'est quelque chose, ça va être un projet fort, un projet qu'on ne voit pas nulle part ailleurs, là. Parce que, vous savez comme moi, bien des gens ont hâte d'aller dans une résidence personnes âgées, puis il y en a d'autres qui disent « Oh, moi, jamais j'irai là ». Tu sais, il y a un peu de ces deux mondes-là. Bien, avec une résidence comme ça, chacun peut vivre le meilleur de... Il peut rentrer par en avant, par son entrée, avec sa petite galerie, puis faire sa vie. S'il ne sort pas par en arrière dans les aires communes, il vit comme s'il était dans un condo. Puis ceux qui veulent vivre l'expérience vraiment de l'air, on espère, parce qu'on fait ça pour que les gens ils s'entraident, puis ça fasse une vie communautaire. Mais c'est une résidence je pense pas qu'on a vu ça à bien des endroits, donc Le maire de Deschambault-Grondines, Patrick Bouillet, se réjouit de voir que le projet aille finalement vers l'avant. Il a profité de la conférence de presse pour remercier les personnes qui se sont impliquées dès le début. Je vais faire ça succinctement. Vous comprenez que la municipalité de Deschambault-Grondines, dans un projet de la sorte, a eu un rôle de collaboration au début, de facilitatrice. C'est un peu notre rôle, puisque c'est le projet de la coopérative d'habitation des Marais. Alors, tout le mérite revient aux bénévoles qui ont fait un excellent travail, accompagnés en cela par SOSACO, qui est le groupe de ressources techniques qui est avec eux depuis les tout débuts. La municipalité, dans le fond, ce projet-là, on va se remettre un peu dans la perspective, comme on le mentionnait tantôt, 2010-2011,
La municipalité a adopté sa première politique de la famille et des aînés en 2011. Et là-dessus, je veux peut-être avoir une petite pensée pour Gaston Arcan, le maire qui nous a quittés, l'ancien maire de Deschambault-Grondines, qui nous a quittés au mois d'août dernier. C'était un de ses projets sur la politique de la famille et des aînés. Et grâce justement à son leadership, on a adopté cette politique qui laissait une grande place justement au logement pour les aînés dans son plan d'action. Et c'est pas par hasard d'ailleurs que des citoyens se sont mobilisés. C'est une pétition. Alors, je ne veux pas parler des gens tout de suite. Là, je sais que c'est Daniel qui va faire ça. Là. Mais il y a des gens qui sont mobilisés et qui sont venus voir la municipalité, nous ont interpellés. Et Gaston en a fait un projet, une priorité pour lui. Le député de Portneuf, Vincent Caron, est heureux de voir que 3 projets destinés aux aînés aillent de l'avant dans Portneuf. On l'entend. J'allais dire, ça y est, j'en coche 2 sur 3. Vous savez qu'il y a 3 projets de cette nature-là qui me tiennent beaucoup à cœur dans Portneuf. Un qui est déjà ouvert à Neuville, le second pour lequel on va procéder à la première pelletée aujourd'hui, et un autre que j'espère à Saint-Raymond. Au niveau de l'acceptabilité sociale, quelques personnes, au dire de Sylvain Ouimette, n'ont pas apprécié l'emplacement de la future RPA. Voici notre dernier extrait. La plupart des gens sont très contents de savoir qu'on va avoir enfin une résidence. C'est sûr que quand t'es voisin, c'est toujours le phénomène « jamais dans ma cour ». Donc, c'est sûr qu'il y en a toujours... on ne peut jamais faire plaisir à tout le monde. Mais ce qui comptait pour nous, c'est de faire vraiment plaisir et de garder nos personnes âgées dans notre village. Puis ça, moi, quand même, que vous crierez au meurtre parce que vous restez à côté. Les gens qui ont bâti notre village, bien, eux autres, ils vont pouvoir rester ici au lieu de s'en aller, comme je vois depuis des années. Puis ça, bien, ça force de tout. La promenade du fleuve a été inaugurée à Neuville le 3 octobre dernier, donc jeudi. Au total, une vingtaine de kilomètres de parcours répartis dans plusieurs municipalités sont proposés. Arthur Bordelot était sur place lors du dévoilement. On écoute son reportage. La semaine dernière, le trajet Promenade-Fleuve à Neuville a officiellement été inauguré. Le projet, qui avait débuté en 2019, ne couvre pas seulement Neuville, mais aussi Grondines, Deschambault, Portneuf, Cap-Santé et Donnacona. Bien, en fait, vous savez que dans Portneuf, on a la chance d'avoir le fleuve. On a à peu près 70 km de littoral, 5 municipalités, 6 quais. On a aussi, parmi ces municipalités riveraines-là, 3 qui sont labellisées plus beau village du Québec. Donc, il y a plusieurs éléments qui unissent les municipalités du littoral. Promenade Fleuve, c'est quoi? C'est une expérience distinctive de promenade paysagère aux abords du Saint-Laurent à la découverte du littoral et de ses paysages diversifiés. Ce n'est pas une promenade comme à Québec, si on pense à la promenade Samuel de Champlain ou autre. C'est pas une promenade en continu bétonné ou autre. C'est vraiment de pouvoir offrir aux marcheurs, justement, proposer des parcours dans chacune des municipalités qui sont faisables, qui sont sécuritaires, qui respectent tout dans le respect du milieu naturel. Donc, c'est une promenade en pièces détachées, si on veut, avec des tronçons qui sont possibles dans chacune des municipalités. Au total, de Neuville à Grondines, il y a environ une vingtaine de kilomètres qui totalisent les parcours qui sont proposés dans chacune des municipalités. Vous comprendrez que ce sont des parcours qui se font à marée basse ou à marée descendante quand ça permet d'aller sur la grève. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'éléments d'information qui touchent les marées. Donc, c'est une tour avec une horloge des marées intégrée. L'horloge des marées qui indique, en fait, quand la marée, à peu près la marée est rendue haut, comment il reste de temps avant la marée haute ou la marée basse. Le maire de Neuville et préfet de la MRC de Portneuf, M. Bernard Gaudreault, est fier de voir les différentes villes portneuvoises se rassembler autour d'une même idée. Bien que chacun des projets conserverait son identité locale, que le tout soit coordonné et supervisé par l'entité supérieure qui est la MRC. Faut aller y croire. Parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, dans Portneuf, nous étions quelque peu chauvins et qu'on aimait se compétitionner les uns avec les autres au lieu d'additionner nos forces pour faire accomplir des projets magnifiques comme les Promenades Fleuve.
Alors, les années ont passé et en 2019, la décision officielle a été prise par le Conseil des représentants afin de se doter d'une super de belle signature qui mettait à mettre en évidence le littoral du fleuve Saint-Laurent dans les 5 magnifiques municipalités et villes du littoral. Et même si l'été est terminé, l'une des plus belles saisons, c'est l'automne. Et pour celles et ceux qui n'ont pas eu le privilège jusqu'à présent de découvrir les battures et surtout ses richesses, je vous invite fortement à vous approprier ces sites d'exception-là. Vous allez découvrir ou redécouvrir un environnement caché qui a des richesses exceptionnelles tout en faisant d'exercice. Donc, c'est bon avant, évidemment, de s'encabaner pour l'hiver. Et même pour l'hiver, les accès au fleuve sont encore présents. Et même s'il y a une topographie plus difficile avec la neige et la glace, vous pouvez quand même vous y aventurer de manière sécuritaire. Alors, le dossier Promenade Fleuve est non seulement salutaire, mais nous assurera une pérennité au cours des prochaines années et fera assurément rayonner notre région et nous demeurons attractifs au niveau du tourisme et des nombreux visiteuses et visiteurs. Alors, merci beaucoup. La Fondation Alcoa faisait partie des partenaires financiers pour le projet Promenade Fleuve. Il y a quelques années, quand le projet a été présenté à l'équipe en place, déjà nous avons pris conscience de l'importance de ce dernier, tant d'un point de vue de rendre accessible ce fabuleux fleuve qui fait la fierté des Portneuvois, que de la nécessité d'encadrer et d'éduquer la population qui y circule afin de rendre leur visite sécuritaire et respectueuse des écosystèmes qui y gravitent. Comme les valeurs qui animent la Fondation Alcoa sont l'environnement et l'éducation, vous comprendrez que l'alliance était toute naturelle. Pour cette raison, je peux fièrement annoncer que la Fondation Alcoa a appuyé ce projet avec un don de 60 000 $ américains, attribuable au volet de sensibilisation aux bonnes pratiques pour encadrer la fréquentation des berges et pour assurer la protection des milieux humides et plus fragiles présents sur les tronçons. Au retour de la pause, on parle de la journée bénéfice au profit de la licorne de Donnacona. Restez des nôtres. Hey Max! Hey Nam! Yeah! C'est super. Alors, la Ligue d'improvisation Portneuf-Alouette est maintenant commencée? Oui! Alors, on vous attend les lundis soirs du 30 septembre au 9 décembre prochain. Cependant, on va prendre une petite pause le 14 octobre pour l'Action de grâce ou la chasse. C'est selon! Donc, on vous attend en grand nombre au cinéma Alouette à 19h et ce, gratuitement! Je m'appelle Suzy Bertrand. Je travaille pour CJSR, la télévision communautaire à Saint-Raymond. Je suis la directrice générale. Mon nom est Marc Lépris, donc je suis directeur de la télévision de la Métis. Bonjour, mon nom est Danielle Yvon, directrice générale de CTRP. Bonjour, je suis Sophie Ricard. Je suis directrice à la télévision communautaire de Saint-Maxime-du-Mont-Louis en Haute-Gaspésie. Michel Montminy, je suis président directeur général de la station de télévision CMA-TV à Montmagny. Bonjour, mon nom c'est Geneviève Sir, je suis la directrice de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Mon nom est Mirko Da Silva, directeur de la TVRP, la télé du Rocher-Percé. Mon nom est Caroline Blouin, je travaille à TVCE et je suis directrice adjointe. Danny Bérubé, journaliste animateur à CTB-TV de Saint-Gabriel. Bonjour, Ghislain Vachon, je suis coordonnateur de la télévision communautaire des Basques du Haut-Pays. Je m'appelle Émilie Boulay-Chouinard, je suis la directrice de la télévision communautaire de la vallée de la Matapédia, communément appelée TVC de la Matapédia. Francis Fortier, directeur général de la télévision communautaire de l'Érable. Roger Roy, directeur de TV Haute-Gaspésie à Saint-Anne-des-Monts. Bonjour, mon nom est Martin Ouellette. Je suis directeur général à la télévision communautaire de Charlevoix-Ouest, TVCO. Ensemble pour la licorne, ça se tiendra le 2 novembre prochain à la salle Albert Fortier de Cap-Santé. 6 artistes ont une programmation lors de la journée, ainsi que 3 groupes de musique pour la soirée. J'ai discuté avec Pierre Buiste, organisateur, et Virginie Papillon, la coordonnatrice de la licorne. Voici cette entrevue.
L'événement Ensemble pour la licorne se tiendra le samedi 2 novembre à Cap-Santé. J'ai avec moi Virginie Papillon, qui est coordonnatrice de la licorne. Bonjour. Bonjour. Également, M. Pierre Buiste, qui est un des instigateurs, l'instigateur de cette journée Ensemble pour la licorne. Merci à vous deux d'être là. La licorne, c'est un organisme, une maison des jeunes pour les moins jeunes, en collaboration avec la Halo. Virginie, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de c'est quoi l'initiative La Licorne? Oui, en fait, La Licorne, c'est un projet là, de l'entraide communautaire là, à l'eau. C'est un projet là, qui est né là, il y a environ 2 ans de cela. C'est une maison des jeunes pour les moins jeunes, là, comme on aime là, s'appeler. Donc, c'est vraiment un lieu pour les gens de toute la MRC de Portneuf, de 50 ans et plus, pour prévenir le bris d'isolement, pour briser l'isolement également aussi des gens là, qui seraient plus seuls, par le biais d'activités, d'implications bénévoles, avec une programmation qui est très, très variée, là. Donc, on est situé, nous, à Donnacona, là, sur la rue Notre-Dame. Donc, c'est vraiment un milieu de vie pour nos aînés là, de la région. Au niveau de votre programmation, justement, vous avez parfois des journées musicales. Vous avez aussi là, une panoplie d'activités. Pouvez-vous peut-être nous donner un peu de précision là-dessus? Oui, bien, les activités sont très, très variées. Effectivement, là, à la Licorne, on en a des activités sportives comme du yoga sur chaise. On a de la danse en ligne. On a le programme Vie active. Sinon, on a aussi là, plusieurs conférences. D'ailleurs, la semaine prochaine, on va avoir une conférence sur les abeilles. On a une conférence avec Dr Pierre Vien qui s'en vient au mois d'octobre là, sur l'aide médicale à mourir. Donc, c'est vraiment varié à ce niveau-là. On en a là, pour tous les goûts. Et les gens qui participent à vos activités, ça va passer à quel âge où on peut être bénéficiaire de la licorne? En fait, la clientèle cible, ce sont les gens de 50 ans et plus de l'ensemble de la MRC de Portneuf. Donc, c'est vraiment la clientèle qu'on cible via nos différentes activités. Êtes-vous ouvert toute la semaine? Oui, on est ouvert en semaine du lundi au vendredi, là, entre 9h et 16h. Puis, là, pour la session d'automne, on est ouvert également là, plusieurs jeudis soirs pour des activités comme hors programmation, là, comme des conférences, des rumeurs avec Marie Duval. Hier, il y avait une activité sur la dégustation des vins, là, qu'il y en aura d'autres au courant de la session. Donc, c'est vraiment très varié. La licorne, vous avez commencé vos activités, je crois, il y a 2 ans, si je m'abuse, à peu près. Ça fait combien de temps que ça a vraiment commencé, là, l'initiative? Bien, ça fait un bon 2 ans, la licorne, mais je dirais qu'avec une programmation structurée comme on la connaît aujourd'hui, là, avec le dépliant papier, puis une programmation qui est par saison, là, on remonte à l'automne dernier. Donc, c'est notre 2e automne. Là. On a fait un tour de calendrier. On est vraiment, là, ça va bien, c'est bien parti. On a beaucoup de participation et tout ça. Ouais. Et c'est là qu'entre en compte l'initiative de Pierre qui est avec nous aujourd'hui, de faire justement une journée bénéfice au profit de la licorne. Pierre, voudriez-vous nous parler un peu là, de Ensemble pour la licorne qui, je le rappelle, va avoir lieu le 2 novembre à la salle Albert Fortier? C'est ça. Donc, ça va avoir lieu le 2 novembre. En après-midi, en formule spectacle, café-spectacle, on va avoir des artistes qui vont être d'un style un peu plus acoustique. Et en soirée, on va avoir 3 groupes qui vont se succéder. Donc, en après-midi, on va avoir Denis Bouchard, Annie Gignac, Emilia, on va avoir Francis Lebel, on va avoir Nathalie et Yves qui vont venir nous faire des chansons folk. On a d'ailleurs des images là, de la plupart des artistes peut en parler, comme on le voit là, en ce moment à l'écran. C'est Nathalie et Yves, ça c'est les photos qu'on voit là. Oui. Donc, et puis en soirée, ça c'est Denis Bouchard. Denis, c'est un gars qui va nous chanter du Elvis, qui va nous chanter des chansons, un peu de crooner. Francis qui va accompagner un bien connu ici, Robert Tremblay, qui va être en complément de programme en fin d'après-midi. Et c'est Emilia. Emilia qui a 11 ans, qui chante un peu partout dans la région de Portneuf. En soirée, on va voir le Portneuf All Dress. Et on va avoir Subir et on va avoir Buzz, qui est mon groupe à moi. Oui. Alors, si on veut parler de la jeunesse, peut-être Ça a commencé peut-être avec une envie là, de votre formation, Buzz, de ramasser de l'argent pour une cause. Ça a commencé comme ça. C'est ça, exactement. En fait, là, de la façon dont ça a commencé, c'est qu'on était quelques amis, puis on a commencé à se dire, ça serait... Nous, on joue de la musique. On aimerait ça participer, faire quelque chose pour la communauté. Redonner au suivant un peu. Puis on s'est dit, bon, nous, on joue de la musique, c'est ça qu'on est capable de faire. On est capable d'organiser un spectacle avec nos amis, faire quelque chose qui va être vraiment bien. Puis on cherchait réellement un organisme
qui pouvaient faire ça avec nous. Et avec l'aide de la municipalité de Cap-Santé, Nathalie Plamondon, qui nous a été d'un grand aide, là, on a trouvé la licorne. On a dit c'est parfait. On est en plein dans la clientèle de la licorne même. On est tous des anciens jeunes, donc on pourrait aussi participer à ça. Alors on s'est dit, voilà, c'est un match, c'est parfait. On fait ça avec la licorne. Donc, on a rassemblé les gens. On a obtenu de la ville de Cap-Santé la salle Albert Fortier pour toute la journée, puis même la veille pour s'installer, puis le lendemain pour tout enlever le matériel. Et on va travailler avec la licorne. Ça va être vraiment agréable. La licorne qui va nous offrir, qui va nous fournir du café, des muffins pour l'après-midi. Des petites gourmandises. En soirée, quand on aura les groupes, on va avoir de la bière, évidemment. Puis, ça va danser. En soirée, ça va être plus de la danse. On va changer la configuration de la salle. En après-midi, comme je disais, c'est plus acoustique. Oui. Donc, on va avoir nos chanteurs qui vont commencer. On va avoir un bloc de chanteurs. Après ça, on va avoir Nathalie et Yves qui vont venir nous jouer de la musique, de la guitare acoustique et du chant. On va être dans un répertoire un peu plus francophone, puis un peu de Neil Young, ce genre-là. Okay. En soirée, pas en soirée, c'est-à-dire en fin de programme, comme je disais tantôt, on va avoir Aubert Tremblay, qui est bien connu dans la région, qui va nous chanter quelques extraits de son répertoire. Alors ça fait de l'après-midi. Et comme je disais, en soirée, 3 groupes. On a le groupe qui va ouvrir le bal, c'est le Port-Neuf All Dress. C'est un groupe qui va nous jouer du funk, qui va nous jouer un peu de jazz rock, ce genre de style-là. Ouais. Et c'est un groupe, ça va être excellent. C'est le groupe du directeur de l'école de musique Denis Arcand. Nicolas Métivier. Nicolas Métivier, oui, il est connu dans le coin, je pense, un peu. Il est bien connu. Et ensuite, là, c'est justement votre formation Buzz. C'est notre groupe de Buzz, c'est ça, qui va prendre la relève. Et vous nous avez apporté un extrait audio. Là, oui, alors on peut en écouter un petit bout, ça peut être le fun d'entendre ça. Donc, on a un extrait audio là, à vous présenter de Buzz qu'on va écouter là, dès maintenant. Arthur à la régie qui va lancer ça. Ça fait partie de votre répertoire, Marjo, qu'on connaît bien. Marjo, qu'on connaît bien, mais c'est pas Marjo. C'est vraiment Annie Gignac qui va... Annie va chanter avec nous, parce que, elle fait partie de notre groupe, mais elle va chanter dans l'après-midi aussi, un peu, avec des trames musicales. Donc, ça, c'est Annie. On a un autre chanteur qui est, en fait, le chanteur principal de notre groupe, c'est Denis Fradette, qui n'est pas connu dans la région. C'est un gars qui est plus connu dans la Beauce qu'ici. Alors voilà, ça c'est notre groupe. Super. Et finalement, là, vous avez une dernière formation. Dernière formation, là, c'est un peu plus épicé. Là, on s'en va dans quelque chose qui est encore plus rock. Et, alors, je vais vous le lire parce que je suis pas capable de m'en rappeler. Ouais. Alors, ce que le leader de Subir m'a dit, il dit... Le style de musique qu'on fait, c'est du stoner, doom, metal dans le genre Black Sabbath. Alors, je vous laisse imaginer un peu de quoi ça peut avoir l'air. Ça va brasser. Ça va brasser, puis quand ça va être terminé, ça va être fini, on va avoir la langue à terre. Alors, c'est une belle programmation. Les billets qui sont d'ailleurs en vente au coût de 20 $ pour l'après-midi, 20 $ pour le soir aussi. Exactement. On trouve ça, c'est en vente déjà sur lepointdevente.com. Et peut-être en terminant, je vais redonner la parole à Virginie. Quand Pierre vous a approché, j'imagine là, que vous avez dit oui pas mal tout de suite là, pour une initiative comme ça. Mais oui, on était vraiment contents là, que Pierre et son équipe, sa gang, là, nous choisissent là, pour, comme organisme là, en fait, là, qui allait pouvoir profiter et collaborer avec vous aussi sur le projet. Là, comme Pierre le disait tantôt, on va pouvoir avoir des bénévoles, la licorne, qui vont s'impliquer, qui vont faire des gourmandises, qui vont servir dans l'après-midi, qui vont aider à monter, à démonter la salle. Fait qu'on trouvait que c'était un beau projet, une belle manière de s'impliquer. Puis on était très contents qu'ils pensaient à nous pour ça. Alors, Ensemble pour la licorne, c'est le 2 novembre, en après-midi et en soirée à la salle Albert Fortier de Cap-Santé. Virginie Papillon, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Pierre Biff, merci beaucoup. Merci. Et le rendez-vous est lancé.
Voilà. Merci. Jérémy Paquette et Julien Saint-Onge sont tous les deux originaires de Saint-Raymond-de-Portneuf. Récemment, ils ont développé un logiciel pouvant aider les entreprises manufacturières à bien suivre leur débit de production. Leur entreprise, Flolium, est présente au sein de 3 usines, dont une en Oregon aux États-Unis et 2 autres au Québec. Je me suis rendu chez Produits forestiers R. Perron de Saint-Marc-des-Carrières cette semaine pour connaître le projet de fond en comble. Voici mon reportage. C'est en 2021 que l'aventure Flolium a commencé pour 2 informaticiens originaires de Saint-Raymond-de-Portneuf. Les entrepreneurs Jérémy Paquette et Julien Saint-Onge ont fait leur premier pas au sein de la compagnie Produits forestiers R. Perron de Saint-Marc-des-Carrières. Leur produit, un programme d'objectifs de production polyvalent et simple à utiliser. Voici le vice-président Julien Saint-Onge. Donc, un logiciel d'objectifs de production, ça permet de suivre en temps réel la production d'une usine industrielle. Donc, toutes nos matières premières qui vont rentrer dans une machine vont donner un résultat. Puis, dans le fond, le but, c'est de pouvoir les suivre en temps réel pour avoir un suivi de la production, puis être certain de s'assurer que s'il y a un temps d'arrêt ou un temps mort sur la machine, on puisse le catégoriser puis trouver pourquoi il y a eu un temps d'arrêt pour être capable, par la suite, d'optimiser notre temps en production, puis de cerner les problèmes qu'il peut y avoir dans la production. Présentement, Flolium est avec des compagnies qui travaillent le bois. Est-ce que vous êtes capable de vous adapter puis aller dans d'autres machines ou c'est vraiment spécifique aux machines qui travaillent le bois? Non, on est capable de s'adapter dans d'autres industries. C'est sûr que pour le moment, on est vraiment juste dans le domaine du bois, mais c'est sûr qu'on serait capable de s'adapter dans d'autres types de machines. On a fait quelque chose qui est très, très polyvalent, qui est capable de faire en sorte de se connecter à plusieurs machines. On peut prendre des machines qui sont pas du tout intelligentes, qui sont super vieilles, puis on est capable de prendre les impulsions électriques puis être capable de quand même connecter la machine. Fait que c'est la force de Flolium d'être capable de prendre une machine qui n'est pas nécessairement intelligente puis la rendre intelligente. Un logiciel comme celui proposé par les 2 Raymondois peut aider les entreprises manufacturières à augmenter leur production de 10 à 15 %. Le président et fondateur de l'entreprise, Jérémy Paquette, explique ce qui l'a poussé au départ à se lancer dans la conception de logiciels d'objectifs de production. En fait, Produits forestiers m'ont approché en 2021 dans ces coins-là parce qu'ils ont fait un agrandissement de leur usine. Fait que agrandissement dit achat de nouvelles machines industrielles. Et à ce moment-là, il y avait déjà un programme d'objectifs de production présent pour les machines dans l'autre partie de l'usine qui existait déjà. Le problème étant que le programme d'objectifs de production actuel, à ce moment-là, excusez-moi, n'était plus à jour. C'était un programme qui datait des années 2010-2011. Fait qu'ajouter de nouvelles machines, c'était très, très, très complexe au programme. Alors, ils m'ont approché pour tout simplement créer un programme sur mesure avec eux pour ajouter les machines des nouveaux agrandissements avec des ajouts de plus comme avoir accès à leur production à distance, peu importe où est-ce qu'ils sont. Flolium est maintenant présent au sein de 3 usines différentes. 2 d'entre elles sont au Québec, l'autre aux États-Unis. Les propriétaires de ces entreprises peuvent avoir accès aux données de rendement de leurs machines n'importe où et n'importe quand. Donc, pour commencer, ici, on a la page d'accueil de Flolium quand on est connecté sur la plateforme. Donc, ce qu'on peut voir, dans le fond, actuellement, c'est l'usine 3. Dans le fond, c'est qu'on est dans une usine où il y a 3 grandes usines. Puis, on peut voir les machines 5 à 8. Donc, en haut, on peut commencer par voir les joints, puis ensuite les feuilles. Donc, c'est les 2 sensors qu'on a sur les machines pour compter la production chez Produits forestiers R. Perron. Donc, on peut voir que dans le fond, actuellement, la machine 5 est à 1725 joints sur un objectif de 2442 à ce temps-ci de la journée dans son corps de travail. Puis, on a 34 minutes où on a eu un temps d'arrêt. Par la suite, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a 3 codes de couleurs différents. Dans le fond, en fonction du pourcentage d'objectifs qu'on a atteint, on va avoir un code de couleur qui va être mis en place. Fait qu'on a du rouge, ça peut être quelque chose qui peut être configuré par l'entrepreneur. On a du rouge, du jaune et du vert. Là, rapidement, on a vu que la machine est tombée en gris. Ça veut dire que la machine était tombée en temps d'arrêt. Fait que la machine était tombée en temps d'arrêt. Fait que le compteur ici a augmenté. Fait qu'à toutes les fois qu'on a comme ici, on peut le voir ici, on voit que le compteur est en train de monter.
Donc, ça veut dire que la machine, elle ne produit plus actuellement. Il y a eu soit ça peut être un bris mécanique, ça peut être un problème personnel ou autre. Fait qu'on peut voir on peut le voir en temps réel que la machine est en temps d'arrêt. Puis là, on a un compteur qui va nous dire depuis combien de temps dans notre corps de travail la machine était en temps d'arrêt. Toujours dans l'optique de demeurer simple et efficace, les boîtiers de Fluolium peuvent être installés sur n'importe quel type de machine. L'élaboration de ces capteurs a bien été complexe, au dire du président. Mais le nerf de la guerre de Fluolium, quand j'ai commencé vraiment à travailler sur le matériel, les contrôleurs qu'on appelle, qui est le cerveau de Fluolium, un contrôleur, c'est ce qu'on connecte à nos machines pour récupérer les capteurs, les informations des machines. Bien, c'est commencé ici, en fait, dans cet agrandissement-là, où est-ce qu'on travaillait le soir, ici, en train d'essayer de comprendre comment les machines fonctionnaient, à les connecter, etc. Donc, on a passé plusieurs heures vraiment ici à essayer puis à brancher sur les machines, on apportait du nouveau hardware, des nouvelles technologies qu'on commandait, puis on essayait de se connecter, de se brancher, puis on faisait juste des tests avec des ordinateurs jusqu'à temps qu'on ait un certain semblant de résultat. À un certain point, on s'est dit, OK, bon, ça c'est la bonne. Après ça, on poussait l'idée, puis on continuait à développer pour créer un produit qui était final, pour être capable d'avoir quelque chose qui est aussi bien maintenant. En fait, elle vient directement se connecter sur ce qu'on a besoin sur la machine, puis c'est le cerveau, en fait, de Fluolium. Okay. Sans ça, on n'est pas capable d'avoir les données de vos machines. Donc, vous installez ça directement aux machines, puis c'est là que vous êtes capable d'avoir les données. Oui, exact, en fonction de ce qui est utile pour les entrepreneurs, les dirigeants de l'entreprise, les contremaîtres, etc. Puis on vient chercher les informations utiles. Je sais que Julien, tantôt, mentionnait des joints, des feuilles, ça peut être compliqué à comprendre. Mais justement, on a un bon exemple juste ici. Ça, c'est une feuille, c'est ce qui sort de la machine. Fait qu'on vient compter chaque feuille qui sort de la machine. Puis en avant de la machine, il y a des joints qu'on appelle, qui est en fait le produit entrant. Les deux partenaires souhaitent maintenant collaborer avec davantage de PME désireuses de mieux contrôler leur débit de production. Leur solution simple ne demande pas beaucoup de maintenance et fonctionne toute seule. C'était Danick Julien pour CJSR. Au retour de la pause, on parle du prix Claude Huot de Saint-Raymond-de-Portneuf. Depuis plus de 50 ans, CJSR est la télévision de la région de Portneuf. Partout sur le territoire, notre équipe est là pour informer la population. Disponible autant en ligne que sur le câble, notre programmation rejoint les jeunes et les moins jeunes. À chaque saison, la TV Portneuf diffuse des émissions originales créées dans Portneuf pour et par les gens d'ici. CJSR est constamment à la recherche de nouvelles idées d'émissions et de nouveaux collaborateurs. Si vous désirez partager vos passions ou apprendre les rudiments de la production vidéo, notre équipe est là pour vous aider à réaliser votre projet. CJSR, la TV Portneuf s'intéresse à vous. La ville de Saint-Raymond a annoncé ce lundi le gagnant 2023 du prix Claude Huot. Ce prix est réalisé en collaboration avec la Société du patrimoine de Saint-Raymond. Voici les explications du maire Claude Duplain. Le prix rend hommage à M. Claude Huot en raison de son importante contribution pour la protection du patrimoine à Saint-Raymond. Comme à chaque année, le prix Claude Huot valorise la contribution des propriétaires de bâtiments qui se distingue par la préservation du patrimoine architectural de Saint-Raymond. Le prix est remis aux propriétaires de demeures qui contribuent à la préservation du patrimoine de Saint-Raymond. Dans les critères pour déterminer la demeure gagnante, il faut par exemple que la maison ait été rénovée entièrement avec des matériaux qui sont semblables aux matériaux d'origine, qu'elle ait été bâtie avant 1950. L'immeuble doit aussi être la propriété d'une personne physique. Voici l'annonce de la demeure gagnante. Les membres de la Société du patrimoine de Saint-Raymond ont choisi de remettre cette année le prix Claude Huot à M. Sébastien Tremblay, propriétaire de la maison sise au 1330 rue Saguenay. Il est accompagné de sa conjointe, Mme Marie-Lise Paquin. Toutes nos félicitations. Christiane Huot, la fille de Claude Huot, a présenté la demeure aux personnes participant à la conférence de presse. Voici un extrait.
C'est un grand plaisir que je vous présente la maison choisie par la Société du patrimoine et honorée par le prix Claude Huot pour l'année 2023. Cette résidence est représentative de l'architecture traditionnelle québécoise. Sa toiture en tôle à 2 versants, son revêtement de bois à planches verticales et ses fenêtres à carreaux rappellent le style d'origine de la maison. Son très bon état de conservation, la qualité des matériaux utilisés et le respect des caractéristiques architecturales d'origine ont permis à la maison de M. Tremblay de se distinguer et d'être sélectionnée par le comité. La date précise de construction de la résidence de M. Tremblay est inconnue, bien qu'on sache qu'elle remonte à avant 1860. De nombreuses réparations ont été effectuées au cours des dernières années par Sébastien Tremblay et Marie-Lise Paquin, la conjointe de M. Tremblay. Mentionnons entre autres la toiture, l'isolation, les lucarnes, les fenêtres, le revêtement extérieur, la galerie, la fondation, la cheminée, la salle de bain, la plomberie et l'électricité. Alors qu'ils étaient à la recherche d'une maison de campagne, le propriétaire et sa conjointe ont repéré cette maison qui avait un grand potentiel, mais qui nécessitait beaucoup de réflexion. Sébastien Tremblay, le propriétaire de la résidence, a acheté la demeure qui était inoccupée depuis environ 10 ans. Le voici. C'est ça. Alors ça, c'est une grande aventure. J'ai apprécié là, que quelques personnes ont pas juste mentionné Sébastien Tremblay. Oui, c'est mon nom qui est sur le compte de taxes, mais ça aurait été complètement impossible de faire ça sans ma blonde, parce que ça prenait un brin de folie, mais aussi beaucoup de courage, parce que quand on a vu la maison, elle était abandonnée depuis environ 10 ans. Pas de chauffage, pas rien, aucun entretien de rien. Alors, il fallait avoir une certaine vision, puis j'avais quelqu'un avec moi qui voulait aller de l'avant là-dedans. Fait que c'est ça, ça a été pendant plusieurs années un peu à tâtons avant de comprendre peut-être l'erreur, mais après quelques années, on s'est rendu compte que c'était plus une erreur. Mais quand je me suis mis à voir là, tout ce qu'il y avait à faire sur la maison, c'est agréable pour moi de voir la photo. Là. Mais c'est ça, la première affaire, ça a été de voir que la fondation était complètement finie, là, une vieille fondation de pierre. Fait que tout remonter la maison, la soutenir pendant qu'on pouvait refaire toute l'assise de la maison. Quelques amis sont venus nous aider, beaucoup mon fils. Un peu la famille aussi. Alors, ça a été beaucoup de week-ends à ne pas faire de vélo de montagne puis à jouer du marteau. Fait que c'est ça, on est content que c'est terminé. Puis on est content de pouvoir avoir enlevé des échafauds parce que finalement, on n'aurait pas pu être récipiendaire parce que ça fait tellement longtemps qu'il y a des échafauds devant ça ne pouvait pas faire de belles photos pour des prix. Alors, rapidement, dans les affaires policières, il y a eu des arrestations pour conduite avec les capacités affaiblies. Les policiers de la MRC de Portneuf ont procédé à 4 arrestations pour conduite avec capacité affaiblie par l'alcool entre le 3 et le 5 octobre dernier. 2 de ces arrestations se sont déroulées le 3 octobre à Cap-Santé à la suite de collisions matérielles ou avec blessés légers. Les 2 autres arrestations ont eu lieu sur la route de Fossambeau à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier le 4 octobre et à l'intersection du 2e rang et de la route 365 à Neuville le lendemain. Alors voilà pour le bulletin d'information. Rapidement, vous le savez, la Ligue d'improvisation Portneuf-Alouette va commencer la diffusion de sa 3e saison à partir de la semaine prochaine sur les ondes de CJSR. Juste pour vous dire, le prochain match sera le 21 octobre prochain pour un match entre l'équipe bleue et les jaunes. Vous voyez des images de l'équipe de cette semaine. Donc c'était le 7 octobre. C'est les Verts qui l'ont remporté par la marque de 7-6.
cette année, c'est une formule à 4 équipes. La finale est le 9 décembre. Et encore une fois, c'est gratuit à chaque lundi au cinéma Alouette à compter de 19h. Le bingo se poursuit ce dimanche. Vous pouvez vous procurer vos cartes auprès de nos dépositaires habituels. Merci à Arthur Bordelot pour la technique au son. Merci à Tony Vézina pour l'aiguillage et à Luc Robitaille pour l'assistance image. Merci également à Charles Laviolette et à Philippe Papillon pour leur aide pour l'info CJSR. Merci à nos invités d'être passés. Mon nom est Danick Julien et on se donne rendez-vous la semaine prochaine.